L'horloge digitale du tableau de bord affichait 15h47, 13 minutes. James Harlan serrait le volant de son vieux pick-up GMC, les jointures blanchies sur le cuir usé. À ses côtés, dans le siège passager, Duke haletait doucement, chaque inspiration sifflant dans son museau grisonnant. Le vieux berger allemand gardait les yeux ouverts, trouble mais toujours curieux, toujours confiant. James baissa les yeux vers lui, sa voix à peine un souffle. « Eh ben, mon vieux, on y est, hein ?» Duke redressa lentement la tête avec effort. Le même mouvement, autrefois puissant, qui imposait le respect à toute la brigade d'intervention, était devenu une lutte contre son propre corps. Autour de son cou, le collier rouge portait une médaille discrète. Héros, offert par la caserne de Bracefield. À travers le pare-brise, la clinique vétérinaire de Riverbend attendait. La main usée de James se posa sur l'oreille de son chien, glissant dans le pelage doux. Un dernier geste, un dernier adieu silencieux. Parfois, ce qu'il y a de plus juste, c'est aussi ce qu'il y a de plus dur. Il coupa le moteur. Il était temps d'entrer. Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires, en nous disant aussi depuis quelle ville vous regardez. Maintenant, reprenons notre histoire. La salle d'attente baignait dans cette tension sourde propre aux cliniques vétérinaires, où la peur et l'espoir flottent comme des particules invisibles. Les néons blancs jetaient une lumière crue sur les murs, faisant paraître les affiches de chiots joyeux encore plus déplacées, presque insultantes. James aida Duke à franchir les portes vitrées. Chaque pas tremblant du chien sur le linoléum poli résonnait comme un compte à rebours. Les quelques personnes présentes relevèrent les yeux. Certains détournèrent le regard, d'autres eurent cette expression universelle, celle de ceux qui reconnaissent le moment où quelqu'un amène son meilleur ami pour un dernier au revoir. Une jeune mère ramena discrètement son enfant contre elle, murmurant quelques mots à propos du vieux chien malade. Un homme âgé tenant une caisse à chat hocha la tête avec gravité vers James. Le salut silencieux de ceux qui savent ce que c'est que de perdre. Duke, bien qu'affaibli, gardait ses réflexes. Son nez fouillait l'air, ses oreilles pivotaient au moindre bruit. Il n'était plus le héros flamboyant, mais il restait vigilant, fidèle à son rôle. Quand la voix douce de la réceptionniste s'éleva, teintée de cette compassion professionnelle propre aux adieux anticipés, James répondit d'un ton qu'il peina à reconnaître comme le sien. « Harlan, 16h. » Elle tapa quelques touches. « Oui, monsieur Harlan. Dr Walter sera avec vous dans un instant. Prenez tout votre temps. » James s'installa dans un siège en plastique, Duke s'étendant lentement à ses pieds. Même amaigri, son corps imposait encore le souvenir de ses exploits. Et malgré la douleur, il se positionna comme toujours entre James et le reste du monde, gardien jusqu'au bout. Un formulaire apparut entre ses mains tremblantes. Autorisation, évaluation de qualité de vie, préférence pour la crémation. Des cases à cocher pour dire au revoir. La bague de mariage de James cliqueta contre le stylo alors qu'il tentait de signer. Soudain, Duke redressa la tête. Ses narines frémirent. Quelque chose venait de capter son attention. Sa queue remua légèrement contre le sol. James suivit son regard. Une femme en blouse blanche sortait d'un couloir. Lunettes cerclées de métal, la trentaine, des gestes mesurés, empreints d'une compassion forgée par trop de mauvaises nouvelles. La plaque à son badge lisait « Dr Emily Walters ». Elle s'approcha. « Monsieur Harlan, la salle 3 est prête ». Sa voix tremblait presque imperceptiblement. Duke se leva chancelant mais déterminé. Ses yeux rencontrèrent ceux de James. Et dans ce regard, James vit défiler une décennie entière. Les flammes, les cris, les nuits sur le porche. Il se leva, les genoux protestant comme toujours. « Allez, vieux frère, on va faire ça ensemble. » 9 ans plus tôt, quartier industriel de Bracefield. Le Toki grésilla à 6h23 un mardi matin, porteur d'un message qui allait tout changer. Unité 5, Escouade 3, direction 1820 Hayward Street, feu de structure confirmé, risque d'occupants piégés, besoin d'intervention immédiate. Le capitaine James Harlan était déjà dans sa tenue, les bottes enfilées, avant même que l'annonce se termine. À 50 ans, il avait combattu des incendies pendant plus de 2 décennies. Mais ces mots, occupants piégés, faisaient encore battre son cœur plus vite. Quelqu'un avait besoin d'aide, et c'était pour ça qu'ils étaient là. « Duke, en place !» cria-t-il. Le jeune berger allemand de 2 ans bondit dans le véhicule de secours, prêt à travailler. Fraîchement diplômé du programme de recherche et sauvetage, Duke n'attendait qu'une chose,
prouver qu'il méritait l'insigne fixé à son harnais rouge. Sur les lieux, l'immeuble des Hayward Towers n'était plus qu'un squelette noirci. Sa façade éventrée, laissant s'échapper une fumée noire et acide. Le chaos régnait, cris, sirènes, flammes. Des vies étaient encore à l'intérieur. Des enfants, peut-être. Recherche et sauvetage, balayage initial, ordonna le chef d'équipe. Harlan prend le flanc sud avec Duke. C'est là que le bus scolaire dépose les gosses. James sentit sa gorge se nouer. Les appels impliquant des enfants étaient les pires. Toujours, il attacha les harnais de Duke, un geste 1000 fois répété, rassurant, synchronisant leur souffle. Le chien était déjà concentré. « Trouve-les, mon grand, ramène-les. » Duke se mit au travail, chaque mouvement calculé, précis. James le suivait, appelant toutes les quelques secondes. « Pompiers, si vous m'entendez, répondez. » Leur voix résonnait contre les murs effondrés. Au bout de 10 minutes, Duke s'immobilisa net. Oreilles pointées, tête inclinée, puis il partit, contournant les gravats vers un angle à demi effondré. Là, sous une dalle maintenue par une poutre tordue, un recoin avait été épargné. À peine 3 pieds de haut, James rampa, la lampe torche découpant l'obscurité. Elle était là, une petite fille, recroquevillée, les bras autour des genoux, 7 ou 8 ans. Ses cheveux blonds étaient couverts de cendres, son pyjama rose déchiré. Mais ses yeux étaient ouverts, terrifiés, vivants. James adoucit sa voix, celle qu'il avait utilisée pour calmer sa propre fille. « Salut ma puce, je m'appelle James, et lui c'est Duke. On est là pour te sortir de là. » La fillette murmura à peine « Mon bras me fait super mal, et j'arrive pas à retrouver ma maman. » Il reconnut immédiatement une fracture, probablement au niveau de l'avant-bras. La structure, au-dessus d'eux, grinça sinistrement. Il n'avait plus le luxe de la prudence. Il appuya sur la radio. « Unité 5 à commandement. Survivante localisée, secteur nord-est. Fille, environ 8 ans, consciente. Fracture probable, besoin d'assistance, extraction immédiate. » Duke, au lieu de tirer la fillette, se coucha à côté d'elle, offrant chaleur et sécurité. Elle tendit la main, posant ses doigts sales dans son pelage. « Il est tout doux. Il va rester ? Il ne partira pas sans toi, promit James. Et il le pensait. « Voilà ce qu'on va faire, Sarah. Je vais dégager un chemin doucement, centimètre par centimètre. Puis, on va sortir tous les trois ensemble. D'abord Duke, ensuite toi, et je fermerai la marche. Tu crois que tu peux ramper un peu ?» La fillette hocha la tête. Elle serra un peu plus fort la fourrure du chien. « Ça va faire mal ?» James hésita à mentir. Il préféra la vérité, douce mais franche. « Peut-être un peu, oui, mais tu n'es pas seul, et tu es entre de bonnes pattes. » Ce furent les 20 minutes les plus longues de toute la carrière de James Harlan. Chaque gravat déplacé faisait craquer la structure. Chaque souffle de la petite était précieux. Mais elle tenait bon, grâce à Duke. Il ne la quittait pas d'une semelle, même quand le plafond gémissait au-dessus d'eux, même quand la douleur la faisait trembler. Il se laissait glisser sous son bras valide, l'aidant à porter son propre poids, l'encourageant à chaque pas, à chaque mètre. Quand enfin James émergea à l'air libre, son uniforme couvert de poussière, il tendit les bras vers elle, guidant son passage hors des ruines. Duke passa en dernier, le museau couvert de suie, les pattes ensanglantées, mais les yeux vifs. Dès qu'elle fut sortie, Sarah s'accrocha à lui. Elle l'enlaça de toutes ses forces. « Merci », murmura-t-elle dans le cou de Duke. « Merci d'être resté. » Les ambulanciers prirent le relais, posant une attelle, vérifiant les constantes. Mais la petite fille ne cessait de se retourner vers Duke, comme si elle craignait qu'il disparaisse. Et Duke, lui, ne quittait pas son regard. Le chef Barnes s'approcha de James, lui donnant une tape sur l'épaule. « Ce chien-là, capitaine, il mérite une médaille. » James posa la main sur la tête de Duke. Le chien était couvert d'écorchures, son flanc noirci, mais sa queue bougeait faiblement. Il a fait son boulot. Quelques heures plus tard, à l'hôpital général de Bracefield, James apprit que la mère de Sarah avait survécu à l'effondrement. Amanda, infirmière urgentiste, avait cherché sa fille désespérément. Les retrouvailles dans la salle d'urgence furent bouleversantes. Amanda pleurait en serrant sa fille contre elle, tandis que Sarah racontait encore et encore comment un chien l'avait trouvée dans l'obscurité. Avant de partir, Sarah demanda à James « Est-ce que je vous reverrai ?» James sourit. Bracefield n'est pas si grande, je suis sûr que nos chemins se croiseront à nouveau. Je veux devenir comme vous, aider les gens, comme toi et Duke. James s'accroupit à sa hauteur. Tu sais quoi? Je pense que tu y arriveras très bien. Et Duke était d'accord. Le chien remua la queue et lécha doucement la main de la fillette.
Ils repartirent ensemble sous le soleil de fin d'après-midi avec le sentiment, rare et précieux, d'avoir sauvé une vie. Ce jour-là, James comprit que ce chien n'était pas seulement un collègue. C'était son frère d'armes, son alter ego. Retour au présent. Salle d'examen numéro 3. L'air y semblait plus dense, comme chargé d'électricité. James aida Duke à monter sur la table métallique. Le chien peinait à garder l'équilibre sur la surface froide. Ses griffes grattaient de faiblement le métal, essayant de ne pas glisser, de garder un semblant de dignité malgré les tremblements. Derrière eux, la porte se referma dans un claquement discret, mais qui résonna comme un point final. La docteure Emily Walters, vétérinaire de garde, s'approcha sans un mot. Elle déploya le dossier de Duke. Les radios étaient déjà affichées sur la planche lumineuse. Des ombres floues se dessinaient dans sa poitrine et son abdomen, comme des taches qui ne voulaient pas partir. « Monsieur Harlan », commença-t-elle, la voix douce mais ferme. « J'ai analysé les dernières de prise de sang et les radios. Le cancer a progressé très rapidement depuis sa dernière visite. » James garda sa main posée sur la tête de Duke. Ses doigts cherchaient ce point précis derrière l'oreille, celui qui avait toujours calmé le chien. Et lui aussi. « Si on ne fait rien ?» La vétérinaire hésita. « Quelques jours tout au plus. Mais ces jours seront douloureux, très douloureux. Les masses comprimant ses poumons, sa respiration est déjà laborieuse et sa fonction hépatique est en déclin rapide. » À l'écoute de son nom, Duke leva la tête. Son regard fatigué glissa entre Emily et James. Son museau frémissait. Il avait capté une odeur. Encore une fois, son instinct sain n'était pas en pause. Il analysait, il observait, même maintenant. James déglutit. On a combattu des incendies ensemble. Il a tiré des corps hors des flammes. Il m'a probablement sauvé la vie plus d'une fois. Et après la mort de ma femme, c'est lui qui m'a empêché de sombrer. Sa voix se brisa sur ses derniers mots. Dr. Walters observa le collier rouge. Elle y lut « Héros, unité de sauvetage, Bracefield ». Elle se tourna vers James. Il a été retraité il y a longtemps ? 3 ans. Juste après que Léa, ma femme, tombe malade. Elle est morte d'un cancer aussi. Duke ne l'a jamais quittée, pas une seule nuit. À cet instant, le téléphone de James vibra dans sa poche. L'écran montrait Ellie, sa fille. Elle appelait encore. Elle n'avait cessé d'appeler depuis le matin. Il savait pourquoi. Il savait qu'elle voulait l'en empêcher. Il hésita, puis décrocha. « Papa, dis-moi que tu n'as pas encore... » La voix d'Ellie était tendue, étranglée par les larmes. « Dis-moi que Duke est encore là. » James se détourna de la vétérinaire. « On est à la clinique, la docteure m'explique... »« Non, tu ne peux pas lui faire ça, papa. C'est pas juste. Il est pas juste un chien malade, il est de la famille. » La voix s'éleva. Duke dressa l'oreille, reconnaissant le ton angoissé. « Tu ne l'as pas vu ces dernières semaines, Ellie. Il souffre, il ne mange plus. Il ne tient plus debout, je ne peux pas le forcer à rester. Comme tu as forcé maman à abandonner les traitements ?» Les mots furent un coup près. Le silence qui suivit était plus lourd que tous les souvenirs. Duke gémit doucement, sentant la tension. Il tenta de se lever. Ses pattes fléchirent. Il s'effondra. James reprit la parole, la gorge serrée. « Ta mère souffrait, Ellie ? Chaque respiration était une torture, comme Duke aujourd'hui. J'arrive maintenant. » Et Tommy veut lui dire au revoir. Non, il n'a que 14 ans, il n'a pas besoin de voir ça. Il l'aime aussi, papa. On l'aime tous. Et nous, on n'abandonne pas ceux qu'on aime. La ligne coupa. James resta là, le téléphone figé dans la main. La vétérinaire le regardait, les yeux pleins d'un mélange de compassion et d'impuissance. Famille compliquée ? Ma fille pense que je suis un lâche. Et peut-être qu'elle a raison. Pendant que James restait immobile, Duke s'agita à nouveau. Il luttait contre ses propres limites, sa respiration sifflante se transformant en gémissement étouffé. Lentement, avec une détermination silencieuse, il se hissa sur ses pattes tremblantes et s'approcha de James. Puis, dans un geste si humain, si chargé de sens, il leva une patte et la posa sur la poitrine de son maître. Juste là, sur le cœur. Emily eut un petit cri surpris. Ce n'était pas un réflexe nerveux, pas un geste désordonné d'un chien désorienté. C'était un acte conscient. Duke regardait James droit dans les yeux. Et dans ce regard, il n'y avait ni peur ni résignation. Il y avait quelque chose de plus profond. Un message, une acceptation, un lien indestructible. « Il essaie de vous réconforter », murmura Emily, les larmes au bord des yeux. « Même maintenant, c'est vous qu'il protège. » James sentit les larmes monter, cette fois sans pouvoir les retenir. Il caressa la tête de Duke, ses pouces effleurant la vieille cicatrice sur le museau du chien. Celle qu'il avait reçue, 9 ans plus tôt, en rampant dans les décombres pour sauver une enfant.
Je ne sais plus quoi faire, mon vieux. Je ne sais plus ce qui est juste. Duke bougea faiblement la queue. Puis il fit quelque chose qui acheva de briser James. Il posa doucement sa langue sur la joue mouillée de son maître. Le même geste qu'il avait répété 1000 fois après l'enterrement de Léa, pendant les nuits sans sommeil, pendant les jours de silence. Émilie s'approcha avec précaution, tenant une seringue remplie d'un liquide rose pâle. Elle s'expliqua d'une voix douce, presque un murmure. « Monsieur Harlan, si vous choisissez cette option, ce sera rapide et paisible. Il s'endormira dans vos bras. Il ne sentira rien. » James tourna lentement la tête vers elle. « Comment pouvez-vous en être certaine? Qu'il n'aura pas peur ?» Elle s'arrêta, la seringue suspendue à mi-hauteur, son regard plongé dans celui de Duke. « Parce qu'il vous fait confiance. Regardez-le. Il n'a pas peur, parce que vous êtes là. » Duke avait calé sa tête contre la poitrine de James, sa respiration irrégulière mais stable. On pouvait sentir le battement précipité de son cœur. Il ne luttait pas. Il attendait. Émilie regardait le chien avec une expression étrange, quelque chose entre la reconnaissance et l'incrédulité. « Monsieur Harlan, dit-elle soudain lentement, je sais que ça va paraître étrange, mais cette cicatrice sur son museau, il l'a depuis longtemps ?» James fronça les sourcils, regarda l'endroit qu'il caressait machinalement depuis tout à l'heure. 9 ans. Lors d'un sauvetage dans un immeuble effondré, une petite fille piégée dans les gravats, Duke a rampé jusqu'à elle et est resté à ses côtés pendant plus de 20 minutes. Je m'en souviendrai toujours. Émilie se figea. La seringue lui échappa des mains, tombant au sol. Le liquide rose se répandit sur le linoléum comme une larme silencieuse. Elle recula d'un pas, sa main couvrit sa bouche, ses yeux, grands ouverts, étaient fixés sur Duke. « Oh mon Dieu !» souffla-t-elle. Duke dressa légèrement les oreilles, alerté par sa voix. Un frisson le traversa. Il reniflait dans sa direction, comme s'il cherchait à reconnaître quelque chose, à confirmer un souvenir. Émilie recula encore, les larmes débordant. « C'est toi? C'est vraiment toi ?» James ne comprenait pas. Il se leva, posant sa main sur le flanc de Duke. « Dr. Walters, vous le reconnaissez ?» Elle hocha la tête, incapable de parler pendant quelques secondes. Puis, dans un souffle, elle murmura. « J'étais cette petite fille. Dans les gravats, je m'appelais Sarah Walters avant de me marier. Vous m'avez sorti de là, vous deux. Ce chien a sauvé ma vie. » Duke remua faiblement la queue, le regard rivé sur elle. Il leva sa patte avant, lentement, et la tendit vers Émilie dans un geste étonnamment familier. « Il fait ça depuis toujours ?» dit-elle à voix basse. « Même ce jour-là, il a tendu la patte, comme s'il voulait me dire bonjour, même quand j'étais coincé, même quand j'avais peur. » Un silence lourd s'installa, suspendu dans le temps. James se rassit, le cœur battant. Tout revenait. La poussière, les cris, la lumière de sa torche découvrant une enfant en pyjama rose. « Vous êtes devenu vétérinaire ?» Émilie hocha la tête en pleurant à moitié. « À cause de lui, à cause de vous. J'ai décidé ce jour-là que je voulais sauver des vies, comme vous l'aviez fait. Et aujourd'hui, je suis celle qui tient cette seringue. Vous trouvez ça juste ?» James sentit une boule dans la gorge. Il posa la main sur Duke. « Il vous a sauvé. Et maintenant, vous êtes peut-être la seule capable de le sauver. » Elle reprit lentement le contrôle de sa respiration. « Monsieur Harlan, je veux repasser ses analyses, refaire ses prises de sang, revérifier les radios. Si j'ai pu me tromper, si quelqu'un a pu se tromper, alors je veux m'en assurer avant de prendre une décision irréversible. » Duke, comme s'il avait compris, dressa la tête. Son regard se fit plus vif. Il regardait Émilie. Il la reconnaissait. Il savait. Le téléphone de James vibra à nouveau. C'était Ellie. Cette fois, il décrocha. « Papa ?» souffla-t-elle aussitôt. « Il est encore là ?» Et on n'a rien fait. James regarda Duke, maintenant redressé, alerte, comme s'il attendait les prochaines instructions. Émilie rassemblait déjà les radios, ses gestes précis et décidés. « Ellie ?» dit-il d'une voix chargée d'émotion. « Rentre, rejoins-nous. Rex a des gens qu'il veut voir. » 45 minutes plus tard, Émilie n'était plus la vétérinaire anonyme d'une clinique de quartier. Elle était redevenue Sarah, cet enfant enfermé dans les décombres, celle qui avait vu la mort passer à quelques centimètres de son visage et qui avait survécu grâce à un pompier inconnu et un chien. Dans la salle de radiologie, elle s'affairait avec une énergie nouvelle, les gestes rapides mais précis, les yeux rouges d'émotion mais concentrés. James, assis dans le coin de la pièce, observait. Il tenait Duke contre lui, le bras passé autour de son flanc. Le vieux chien semblait se laisser porter, bercé par le murmure de la voix de James qui lui parlait comme à un frère qu'il n'avait jamais eu. « T'as vu ça, mon vieux? Elle t'a reconnu? Elle se souvient. Après toutes ces années, Duke remua une oreille.
Il n'avait plus l'énergie de bondir comme avant, mais la lueur dans ses yeux revenait peu à peu, comme un feu qu'on pensait éteint et qui recommençait à crépiter. Émilie entra à nouveau, tenant en main une série d'images imprimées ainsi qu'une tablette. Elle ne dit rien d'abord, simplement les posa sur la table, les étalant côte à côte. James s'approcha, et tout de suite, quelque chose le frappa. Sur les nouvelles radios, les masses sombres dans le thorax de Duke semblaient différentes, moins nettes, moins agressives. Émilie montra les clichés d'un doigt tremblant. « Regardez ici !» Sur les premières images, on voyait plusieurs masses floues qu'on a interprétées comme des tumeurs. Mais avec le contraste et une orientation légèrement différente du thorax, on peut voir qu'il s'agit en fait de lésions pulmonaires d'origine inflammatoire, pas cancéreuse. James fronça les sourcils. « Vous voulez dire que ce n'est pas un cancer ?» Elle hocha la tête lentement. Pas certain à 100%. Mais ça expliquerait son état. Perte d'énergie, respiration difficile, tout correspond aussi à une infection chronique non traitée. James sentit son cœur bondir. « Et ça se soigne ?» Émilie sourit timidement. « Ça se tente. » Antibiotiques à spectre large, soins respiratoires, surveillance. Ce ne sera pas miraculeux, mais ce n'est pas sans espoir. Ce chien n'a pas besoin d'euthanasie, il a besoin d'un traitement. Et de repos, beaucoup de repos. À ce moment précis, Ellie entra dans la salle, le visage trempé de larmes, son fils Tommy dans les bras. Elle se figea en voyant son père, le chien, et la vétérinaire qu'elle ne connaissait pas. « Papa ?» James se retourna. Un instant, passa sans un mot, puis il ouvrit les bras. Ellie s'y précipita, serrant son père comme lorsqu'elle était enfant. Tommy s'agenouilla à côté de Duke. Le chien ouvrit les yeux, les posa sur le garçon, et dans un ultime élan, il remua faiblement la queue. « Il est encore là ?» demanda Tommy, sa voix pleine d'espoir. « Il reste avec nous ?» James s'agenouilla à côté de son petit-fils. « Il va rester encore un peu, fiston. Il a encore du boulot à faire. » Émilie s'accroupit elle aussi. « Mais il va devoir être fort. Et il aura besoin d'aide. » Tommy hocha vigoureusement la tête. « Je l'aiderai, promis. » Les jours suivants furent rythmés par les soins et la patience. James, malgré son âge, réapprit à vivre selon les horaires d'un malade. Antibiotiques 2 fois par jour, aérosols matin et soir, repos, surveillance, caresses. Ellie venait chaque jour avec Tommy. Ensemble, ils reprenaient leurs habitudes. Promenade courte dans le jardin, sieste sur le porche, petite croquette offerte en cachette. Et Duke, doucement, très lentement, retrouva un peu d'éclat. Il recommença à lever la tête quand le facteur passait, à grogner doucement quand un écureuil osait s'approcher de trop près, à poser sa tête sur les genoux de James pendant les couchers de soleil. Une semaine passa, puis 2, et un matin, alors que James prenait son café sur le perron, Duke sortit seul de la maison, s'étira longuement et posa sa truffe sur la main de son maître, comme pour dire « Je suis encore là, et je me bats ». La vétérinaire passait tous les 3 jours. Elle vérifiait les constantes, ajustait les doses, apportait des croquettes spéciales. Mais surtout, elle restait. Elle s'asseyait sur le banc, parlait avec James, parfois longtemps, parfois sans un mot. Il y avait entre eux un lien étrange, né de la poussière, du feu, du temps. Et Duke, toujours entre eux, comme un pont vivant entre 2 générations, entre 2 survivants. Un jour, alors qu'Émilie s'apprêtait à repartir, elle s'arrêta sur le pas de la porte. « Monsieur Harlan, je voulais vous dire que quand j'étais enfant, après cet incendie, j'ai eu des crises de panique pendant des années. Mais je n'ai jamais eu peur des chiens. Parce que ce jour-là, Duke a été la première chose vivante que j'ai vue après le noir. C'est à cause de lui que j'ai cru que j'avais encore une chance. » James, ému, posa sa main sur l'épaule de la jeune femme. « Je pense que c'est lui qui avait besoin de te revoir. Il attendait ce moment, tu sais ?» Émilie sourit. « Peut-être. En tout cas, je ne referai plus jamais une seule analyse sans avoir tout revérifié 2 fois. Et moi, se dit James, je ne prendrai plus jamais une décision à partir d'un simple diagnostic. Je me fierai d'abord à mon cœur. » Ce soir-là, sous la lumière dorée du crépuscule, James s'installa sur le banc du jardin, une vieille couverture sur les genoux, et Duke couchait à ses pieds. Ellie et Tommy arrivèrent avec une boîte. « C'est pour lui, » dit le garçon. À l'intérieur, un collier flambant neuf, bleu marine avec une médaille gravée, Rex, sauveur, combattant, ami pour toujours. James l'attacha doucement autour du cou du chien. Le vieux collier rouge, usé jusqu'à la corde, fut rangé dans une boîte à souvenirs. Il n'y avait pas de cérémonie, pas de discours, juste ce moment,
ce silence. Et cette vérité, certains héros ne portent pas d'uniforme. Ils marchent à quatre pattes et ils restent, même quand tout semble perdu. La convalescence de Duke devint rapidement le nouveau rythme de vie de toute la maison. On ne parlait plus en jour, mais en progrès. Un repas terminé, une sieste paisible, un tour du jardin sans tomber. Chaque victoire, même minuscule, était célébrée. James tenait un carnet, un vieux calepin jauni, dans lequel il notait l'évolution de l'appétit, la fréquence des quintes de toux, les moments d'éveil. C'était devenu un rituel, une manière de reprendre le contrôle là où la vie avait semé l'incertitude. Ellie, elle, s'occupait des soins. À force d'observer Emily, elle avait appris à administrer les médicaments, à repérer les signes de fatigue, à calmer les tremblements. Tommy, lui, s'était autoproclamé responsable des encouragements. Il lisait des histoires à Duke, lui faisait écouter de la musique, parfois même des chansons qu'il inventait sur le champ à base de super chiens et de sauveurs de feu. Un matin, alors que James revenait du garage avec un sac de granulés, il s'arrêta net. Duke était là, au milieu de la cuisine, debout, immobile, le regard rivé vers la porte d'entrée. Il n'aboyait pas, mais tout dans sa posture montrait une concentration intense. « Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux ?» demanda James en posant le sac. Duke émit un gémissement grave, puis tourna la tête vers James comme pour lui dire « Tu n'entends pas ça ?» Quelques secondes plus tard, on frappa à la porte. James ouvrit, intrigué. Deux hommes se tenaient là, costume sombre, mallette noire. L'un d'eux tendit une carte. « Monsieur James Harlan, je suis l'inspecteur fédéral Andrew Calloway. Et voici mon collègue, l'agent d'Orsay. Nous aimerions vous parler de votre chien. » James fronça les sourcils. Qu'est-ce que Duke a encore fait? Mordu le facteur? Volé une saucisse? L'agent esquissa un demi-sourire. Rien de tout cela. Nous avons reçu une demande provenant d'un programme de recherche vétérinaire militaire. Une anomalie dans le dossier de retraite de votre chien a été détectée. Apparemment, il n'a jamais été officiellement désinscrit du registre des chiens d'intervention de niveau 1. James se tendit. Attendez. Vous êtes en train de me dire que Duke est encore considéré comme un chien opérationnel? L'inspecteur hocha la tête. Officiellement, oui. Ce qui a alerté le département de la défense animale. James éclata de rire, un rire amer. Le département de la défense animale? C'est une blague? Dorsey reprit la parole. Non, monsieur. Depuis 2018, tous les chiens ayant été déployés en zones à risque ou impliqués dans des actions de sauvetage sont suivis via une base de données biométriques. Et votre chien figure parmi les 5 sujets classés comme priorité émotionnelle nationale. James ouvrit la bouche mais aucun son n'en sortit. Duke, lui, s'était couché le museau entre les pattes comme s'il comprenait que tout cela le concernait. « Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» demanda finalement James. Calloway s'éclaircit la gorge. Cela signifie que nous avons besoin d'un examen complet de son historique médical, de ses scanners récents et de tout traitement en cours. Non pour l'éloigner de vous, mais pour évaluer s'il pourrait entrer dans une nouvelle phase d'un programme d'études comportementales sur les chiens traumatisés ayant survécu à des contextes extrêmes. James les fixa, abasourdi. « Vous voulez faire de mon chien un cobaye ?» Dorsey secoua la tête. « Pas un cobaye, un mentor. Le programme s'appelle « Second Bark ». Il consiste à placer d'anciens chiens d'intervention dans des centres de réhabilitation pour vétérans souffrant de stress post-traumatique. Pas pour les utiliser, mais pour les aider, comme des compagnons thérapeutiques. Ellie, qui venait d'arriver dans le couloir avec une pile de linge, s'arrêta. Elle avait tout entendu. « Vous voulez que Duke devienne un thérapeute ?» Les agents acquiescèrent. C'est exactement ça. La pièce devint silencieuse. James regarda son chien. L'idée d'un retour au service le révoltait. Mais celle de l'aider à faire ce qu'il avait toujours fait, offrir du réconfort, résonnait profondément. « Donnez-nous une nuit, » dit James, « une nuit pour y réfléchir. » Les agents acceptèrent, laissèrent une carte, puis s'éclipsèrent. Ce soir-là, alors que la lumière s'éteignait dans la maison, James s'allongea à côté de Duke sur le tapis du salon. Il lui parlait à voix basse, comme à un vieil ami qu'on consulte pour prendre une décision importante. « Tu en penses quoi, mon vieux? Une nouvelle mission? Pas de feu, pas de fumée, juste des cœurs brisés à recoller. Est-ce que t'as encore de l'amour à donner ?» Duke ouvrit un œil, puis posa son museau contre le torse de James. Un geste ancien, un oui silencieux. Le lendemain matin, James rappela l'inspecteur Calloway. « On est partant, mais à une seule condition.
Laquelle Vaughn demanda la voix à l'autre bout du fil. Que Duke reste chez lui. Vous installez ce qu'il faut ici ou rien. Il y eut un silence, puis un soupir. Accordé, on arrive dans 2 jours. Le mercredi suivant, 2 véhicules banalisés se garèrent devant la maison de James. Une équipe de 3 techniciens, accompagnés d'un comportementaliste animalier et d'un psychologue militaire, débarquèrent avec des caisses, des tablettes et même un tapis de sol intelligent. Le salon fut transformé en quelques heures en un espace hybride entre maison de retraite pour héros et centre thérapeutique discret. Un petit coin fut aménagé spécialement pour Duke, avec un lit orthopédique, un distributeur automatique de médication intégré, des caméras discrètes pour le suivi comportemental et un système d'analyse en temps réel de ses déplacements, conçu pour détecter les signes de fatigue ou de stress. James, d'abord méfiant, observait la transformation avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Le comportementaliste, un certain Dr Linwood, un homme au regard doux mais vif, s'installa à la table de la cuisine avec lui pour tout expliquer. Ce qu'on veut, monsieur Harlan, c'est laisser Duke faire ce qu'il fait de mieux, pas lui imposer un programme. On veut voir comment il interagit avec ceux qui viennent à lui. C'est lui qui guidera les sessions, pas l'inverse. James grimaça. Je ne veux pas qu'on le pousse au-delà de ses limites. Linwood hocha la tête. Si jamais il montre le moindre signe de surmenage ou de repli, on arrête tout, immédiatement. Le premier visiteur arriva 3 jours plus tard, un vétéran nommé Malcolm Reyes. 57 ans, ancien artilleur naval, replié sur lui-même depuis des années, mutique, insomniaque, chronique. Il vivait à 20 minutes de là, dans un centre de réinsertion. Il ne parlait plus à personne, mais avait accepté une expérience. Selon les termes de son médecin. James l'observa descendre de la voiture avec lenteur. L'homme boitait, portait une veste militaire élimée, et son regard fuyait. Il entra dans la maison sans dire un mot. Duke, allongé près de la baie vitrée, ouvrit un œil, puis un deuxième. Il se redressa lentement, pas complètement, mais suffisamment pour signifier « Je suis là, je t'ai vu ». Malcolm s'assit dans le fauteuil en face de lui. Un long silence suivit, personne ne parla. Puis, Duke s'approcha, très lentement, comme s'il savait, comme s'il reconnaissait, dans l'allure cassée de l'homme, quelque chose de familier. Il posa son museau sur le genou de Malcolm. L'homme sursauta légèrement mais ne recula pas. Duke resta là, sans bouger. Après quelques secondes, les doigts de Malcolm glissèrent, presque par réflexe, sur la fourrure grisonnante. Et c'est ainsi que tout commença. Le lendemain, Malcolm revint. Cette fois, il apporta une balle de tennis. Il la lança doucement. Duke ne courut pas, il n'en avait plus la force, mais il trottina, la ramassa et la rapporta avec une dignité lente, presque cérémonielle. Malcolm rit, un son rauque, oublié depuis longtemps. James le vit essuyer ses yeux rapidement comme pour cacher l'émotion. Le jour suivant, ce fut une autre vétérane, Clarissa Jamison, 39 ans, ancienne tireuse d'élite. Elle souffrait d'angoisse sévère et de crises nocturnes. Elle entra en se méfiant, les bras croisés, observant chaque recoin de la pièce comme une zone à sécuriser. Duke, cette fois, resta couché. Il l'observa longuement. Puis, au bout de plusieurs minutes, il se leva et alla chercher un vieux doudou de Tommy, un éléphant en peluche qui traînait près du canapé. Il le posa devant elle, puis retourna s'allonger. Clarissa le fixa, interdite. Et puis elle éclata de rire, un rire nerveux, libérateur. « T'es pas du genre à te forcer, hein » murmura-t-elle. T'attends que je vienne à toi. Elle finit par s'asseoir au sol et resta là plus d'1 heure en silence, sa main posée sur le dos de Duke. Il ne bougea pas. Les semaines passèrent ainsi, lentement, humblement, sans miracle spectaculaire, mais avec une constance troublante. Chaque personne qui entrait dans la maison de James repartait différente. Pas guérie, non, mais un peu plus droite, un peu plus ancrée. Duke ne parlait pas, évidemment, mais il savait écouter, il savait être là. Et parfois, c'est tout ce qu'on attend d'un être vivant, qu'il reste. Le bouche à oreille fit son œuvre, des appels commencèrent à affluer. Des familles, des centres de soutien, des anciens combattants isolés. Certains ne faisaient que passer, s'asseyaient une demi-heure, repartaient sans un mot. D'autres restaient des heures, confiant à Duke ce qu'ils n'avaient jamais osé dire à personne, des douleurs, des peurs, des regrets. Et le chien, toujours, écoutait, accueillait, offrait sa présence comme une chaleur qu'on croyait perdue. James observait tout cela, chaque jour un peu plus émerveillé. Et en lui naissait une évidence, ce chien que l'on avait cru au bout du chemin venait d'ouvrir une nouvelle route. Pas pour lui,
pour les autres. Un soir, alors qu'il refermait la porte après un dernier visiteur, James s'attarda devant la baie vitrée. Dehors, la nuit tombait lentement sur Bracefield. Le jardin baignait dans une lumière bleutée. Duke dormait paisiblement, roulé en boule sur son coussin. À côté de lui, le collier bleu marine brillait faiblement. James murmura « T'as encore sauvé des vies, vieux frère, sans feu, sans fumée, juste avec ton cœur ?» Il ne fallut que 3 mois pour que la maison de James devienne un lieu à part dans le comté. On ne l'appelait plus la maison du pompier, mais simplement la maison du chien. Ce surnom faisait sourire James, mais il l'acceptait avec une fierté discrète. Il n'avait rien demandé de tout ça. Il voulait simplement accompagner Duke jusqu'au bout, en paix. Mais ce vieux chien avait décidé, une fois de plus, que son histoire n'était pas terminée. Des bénévoles vinrent prêter main forte. Une infirmière retraitée proposa d'assurer un suivi médical hebdomadaire. Un vétérinaire militaire en disponibilité offrit de superviser les ajustements des traitements. On installa un petit tableau blanc dans le couloir pour organiser les rendez-vous. Emily passait tous les 2 jours, parfois juste pour s'assurer que les données des capteurs étaient stables, parfois simplement pour s'asseoir avec une tasse de thé et parler de tout, sauf de la guerre. Duke aimait ça, la normalité, les moments suspendus. Un soir, alors qu'il faisait encore chaud malgré la nuit tombante, Ellie invita James et Duke à venir avec elle et Tommy à la kermesse annuelle de Bracefield. James hésita d'abord. Trop de monde, trop de bruit. Mais Ellie insista. « C'est pour lui, papa. Pour montrer aux gens qu'il est encore là, qu'il est debout. » Alors ils y allèrent. Duke dans sa charrette spéciale, tirée par Tommy avec un sérieux militaire. Un bandana bleu autour du cou, ses médailles attachées à la laisse, il avançait lentement, mais avec dignité. Et les gens s'arrêtaient. Ils s'écartaient, c'est pour le laisser passer. Certains s'agenouillaient, c'est pour lui parler, d'autres restaient de silencieux, les yeux humides. Ce n'était pas un chien, c'était une légende vivante. Un homme s'approcha, ancien policier, en civil, le regard fatigué, et posa une main sur la tête de Duke sans un mot. Une petite fille lui tendit une glace, que le chien refusa poliment. Même dans la fête, même dans la joie ambiante, il restait concentré, observant tout autour. James, en le regardant ainsi, eut l'impression de revoir le chien d'autrefois, celui qui montait à l'arrière du camion, les pattes tendues, prêt à plonger dans les flammes. Mais cette fois, c'était différent. Duke ne courait plus vers le danger. Il en apaisait les séquelles, et cela, à sa manière, était peut-être un combat plus noble encore. Dans les semaines suivantes, les autorités commencèrent à s'intéresser au phénomène. Le programme Second Bark devint un cas d'étude. Des caméras furent installées, discrètes, bienveillantes, pour documenter le travail de Duke. Une chaîne locale consacra un reportage à son histoire. On y montra des images d'archives de ses sauvetages, des extraits du carnet de James, des témoignages d'anciens combattants désormais suivis en soins psychologiques après être passés par la maison. Le mot « résilience » fut prononcé plusieurs fois. Mais James, lui, parlait simplement d'amour. Un matin, en rentrant d'un rendez-vous vétérinaire, James se trouva sur le perron, une enveloppe officielle. À l'intérieur, une lettre du Bureau national des interventions spéciales. Le courrier était orné d'un sceau doré. Il y était écrit que Duke Harlan, ancien chien de sauvetage, ancien membre de l'unité 89F, avait été nommé à titre honorifique ambassadeur pour la reconstruction émotionnelle des vétérans. Une médaille serait remise, si la famille l'acceptait, lors d'une cérémonie en leur honneur à Washington. James resta longtemps sans bouger. Puis il tendit la lettre à Duke, comme s'il lui montrait un dessin. « T'as vu, mon vieux? Ils veulent encore te remercier. Mais moi, j'ai pas besoin de médaille pour savoir ce que t'as fait. » Ce soir-là, James rassembla tout le monde dans le salon. Ellie, Tommy, Emily, même Linwood, le comportementaliste. Il leur lut la lettre. Personne ne parla d'abord. Puis Ellie dit doucement « Tu crois qu'il pourrait tenir le trajet jusqu'à Washington ?» James regarda Duke. Le chien, affaibli mais lucide, avait relevé la tête. Il émit un souffle, presque un grognement de satisfaction. Emily sourit. Si on prévoit assez de pauses, d'eau fraîche et une couverture chauffante, alors oui, il pourrait le faire. Le choix fut fait. Un minibus fut loué, un itinéraire fut tracé avec des arrêts programmés toutes les 2 heures. Emily embarqua avec tout le matériel nécessaire. Tommy prépara une playlist. Et Duke sembla comprendre qu'il allait partir pour une dernière mission. Le départ eut lieu un lundi matin à l'aube. Le ciel était encore rosé lorsque le petit cortège quitta Bracefield. James était au volant, concentré, les mains fermes sur le volant malgré l'émotion.
Emily était assise à l'arrière avec Tommy à côté d'elle, tenant la tablette qui surveillait en temps réel les signes vitaux de Duke. Le vieux chien était couché sur une couche épaisse de couverture, sa tête posée sur un coussin, les yeux à demi clos mais éveillés. Le moteur ronronnait doucement. Personne ne parlait. Il n'y avait pas besoin. Chacun savait ce que représentait ce voyage. Ce n'était pas une simple cérémonie. C'était un adieu prolongé, un hommage vivant, une reconnaissance bien méritée. Les kilomètres défilèrent, ponctués d'arrêts paisibles sur des aires de repos calmes. À chaque pause, James sortait Duke dans ses bras, le posait doucement sur l'herbe et attendait. Parfois Duke reniflait un buisson, parfois il restait immobile à contempler l'horizon, comme s'il se souvenait d'un feu passé, d'un toit effondré, d'un enfant sauvé. À chaque fois, Tommy s'asseyait près de lui sans rien dire. Emily notait silencieusement les données, le cœur serré mais professionnel. Le voyage dura 3 jours, l'arrivée à Washington fut aussi sobre que solennelle. On les accueillit dans un hôtel discret non loin du Capitole, avec une chambre adaptée pour Duke. Accès direct à l'extérieur, température régulée, sol antidérapant. Le personnel, prévenu à l'avance, s'était montré d'une délicatesse rare. Le lendemain matin, une voiture officielle les emmena jusqu'au bâtiment de l'Institut national de réinsertion. Sur les marches, des soldats en uniforme attendaient, alignés. Il y avait une foule modeste mais dense, formée d'anciens pompiers, de vétérans, d'enfants, de familles. Tous étaient devenus pour un vieux chien de sauvetage dont l'histoire avait touché le pays. James descendit du véhicule tenant Duke dans ses bras comme autrefois quand il le ramenait d'un incendie. Il gravit lentement les marches, les gens s'écartaient pour le laisser passer. Aucun applaudissement, juste un silence profond, respectueux. Emily, Ellie et Tommy suivaient de près, serrés les uns contre les autres. Au centre de la salle, un pupitre avait été installé. Une voix officielle prit la parole retraçant brièvement la carrière de Duke, ses missions, ses sauvetages, sa réhabilitation inattendue et surtout son impact sur la guérison de dizaines de vétérans en détresse. Puis le général Stone, un homme à la barbe grisonnante et aux yeux humides, s'approcha. Il s'agenouilla devant Duke, posa doucement la médaille contre le collier bleu et murmura simplement « Merci, soldat. Mission accomplie. » Duke, comme s'il comprenait le rituel, leva lentement la tête. Son regard croisa celui du général. Et dans cet échange silencieux, il y eut plus de reconnaissance que dans tous les discours du monde. James se tenait à côté, la main sur l'épaule de son chien, incapable de prononcer un mot. Mais il n'en avait pas besoin. Tout le monde savait, tout le monde voyait. Après la cérémonie, les officiels proposèrent une conférence de presse. James déclina poliment. « Ce n'est pas une mascotte, c'est un compagnon. Et il est fatigué. » Ils retournèrent à l'hôtel. Ce soir-là, dans la chambre silencieuse, James s'installa au sol, dos contre le lit. Duke était allongé non loin. Emily avait laissé la lumière tamisée. Tommy dormait. Ellie relisait la lettre de nomination, le cœur plein de fierté et de crainte. James se pencha vers Duke. Il chuchota, comme un père parle à son fils au seuil d'un grand voyage. « Tu as tenu ta promesse, mon vieux. Tu as guéri des gens. Tu m'as guéri moi aussi. » Duke battit faiblement de la queue, un geste fragile mais vibrant. Le lendemain matin, Emily se leva tôt pour aller chercher les journaux. La photo de Duke, portée par James sur les marches, y était en une. Le titre disait simplement « Le chien qui resta ». Elle laissa le journal sur la table à côté du bol de croquettes. Mais ce matin-là, Duke ne mangea pas. Il ne se leva pas non plus. Il restait paisible, mais très calme, comme s'il savait, comme s'il s'était dit « J'ai tout donné ». James s'agenouilla près de lui, appela doucement. Pas de réponse. Il prit la tête de son chien dans ses bras, la berça comme autrefois. Emily s'approcha lentement, posa sa main sur le flanc de l'animal. Les données sur la tablette clignotaient lentement, puis cessèrent. La chambre était silencieuse, pas un bruit, pas un souffle, si ce n'est celui de James qui murmurait des mots inaudibles au creux de l'oreille de Duke. Emily, debout en retrait, retenait ses larmes, incapable de dire quoi que ce soit. Ellie s'était accroupie, les bras autour de Tommy, qui pleurait dans le silence, secoué par cette tristesse si pure que seuls les enfants peuvent ressentir sans filtre. Le monde venait de perdre un chien, mais eux avaient perdu un pilier, un frère, un père, un guide. James ne bougea pas pendant près d'1 heure. Il tenait toujours Duke contre lui, comme pour prolonger encore un peu cette présence. Quand il se redressa enfin, ce fut avec une lenteur solennelle. Il ne voulait pas de fourgon, pas de vétérinaire anonyme.
Alors, il prit une décision. Duke rentrerait à Bracefield avec eux. Ils feraient le trajet en sens inverse, comme à l'aller, ensemble. Le personnel de l'hôtel, bouleversé, leur offrit une garde d'honneur improvisée lorsqu'ils quittèrent les lieux. Pas un mot ne fut prononcé. Juste des regards, des gestes de respect. Une petite pancarte fut accrochée dans le hall peu après leur départ. Chambre 212, en mémoire du soldat silencieux. Le voyage de retour fut lourd, non par les kilomètres, mais par le vide laissé derrière. Tommy dormait souvent, la tête sur les genoux d'Emily. Ellie restait penchée vers la fenêtre, les yeux perdus dans le paysage qui défilait. James, lui, conduisait, droit, concentré. Mais à chaque station-service, il descendait et ouvrait la porte arrière, juste pour regarder Duke, toujours paisible sous sa couverture. Il lui parlait comme s'il était encore là. « On est presque rentré, mon grand. Juste quelques collines à traverser. Tu te rappelles cette station-là? Celle où t'as volé le sandwich d'un routier ?» Un sourire passait parfois sur son visage fugace, douloureux. Mais il tenait bon. Il voulait offrir à son compagnon la sortie qu'il méritait. À leur retour, la nouvelle s'était déjà répandue. La maison de Bracefield avait été fleurie par des voisins. Des bougies, des dessins d'enfants, des messages écrits à la main tapissèrent la clôture. Sur le portail, quelqu'un avait accroché une photo de Duke accompagnée d'un simple mot « Merci ». James, en découvrant cela, ne put retenir ses larmes. Il resta là, debout, les mains sur le volant, incapable de franchir le seuil. C'est Ellie qui prit la décision. Il doit reposer ici, chez lui, là où tout a commencé. Ils creusèrent au fond du jardin, près du vieux chêne. Emily planta une croix de bois, toute simple. Tommy y accrocha le doudou éléphant. Ellie déposa la médaille dorée. Et James, lui, déposa une de ses anciennes casquettes de pompier, celle qu'il ne portait plus depuis sa retraite. Puis ils restèrent là, assis en silence, jusqu'à ce que la nuit tombe. Mais ce ne fut pas la fin. Pas vraiment. 2 jours plus tard, James reçut un appel du docteur Linwood. Il voulait organiser une réunion à Bracefield. Une réunion pas comme les autres. Une semaine plus tard, la maison accueillit plus de 30 personnes. Des vétérans, des familles, des médecins, des assistants sociaux. Tous avaient été, à un moment ou un autre, touchés par la présence de Duke. Certains venèrent de loin, parfois de l'autre bout du pays. Il y eut des discours, des témoignages, des récits à voix basse et des rires même. Mais surtout, il y eut une décision collective. Ce que Duke avait fait ne devait pas s'arrêter avec lui. Emily proposa de créer un centre. Un véritable centre, pas juste une maison transformée. Un lieu dédié aux chiens en fin de service, trop vieux ou trop abîmé pour continuer, mais encore capable d'offrir quelque chose d'essentiel. Une présence, une chaleur, un regard sans jugement. Ellie proposa un nom. Le refuge Duke. Tout le monde approuva. Et James accepta. Avec un nœud dans la gorge, mais avec la conviction intime que Duke aurait voulu ça, qu'il aurait remué la queue doucement, en guise de signature. La mise en place du refuge Duke se fit à une vitesse que James n'aurait jamais imaginée. Moins d'1 mois après cette réunion, une ancienne ferme désaffectée à la sortie de Bracefield fut mise à disposition par la mairie. Un vaste terrain bordé d'arbres, avec plusieurs bâtiments à rénover, une grange en bon état et un accès facile depuis la route principale. James passa une matinée entière sur place, seul, à marcher entre les clôtures rouillées et les herbes hautes. Il fermait les yeux par moments, essayant d'imaginer Duke allongé là, sous un arbre, entouré d'autres chiens. Il pouvait presque entendre les pas, les respirations calmes, les silences qui guérissent. L'élan communautaire fut immédiat. Des vétérans se portèrent de volontaires pour les rénovations. Des vétérinaires locaux offrirent leurs services à titre gracieux. Des dons affluèrent, venant parfois de familles qu'ils n'avaient jamais rencontrées. Une cagnotte en ligne, lancée discrètement par Emily, dépassa les $200 000 en 2 semaines. On y lisait des messages bouleversants. Pour mon frère, qui n'a jamais trouvé la paix, mais aurait aimé rencontrer Duke, ou encore parce qu'un chien a fait ce qu'aucun de nous n'avait réussi à faire, nous ramener à la surface. James devint, sans le vouloir, le visage du projet. Il n'aimait pas parler en public, mais chaque fois qu'il racontait une anecdote sur Duke, les gens écoutaient. Il ne cherchait pas à émouvoir, il racontait simplement avec honnêteté, comme ce jour où Duke avait refusé d'entrer dans une maison en feu, non par peur, mais parce qu'il avait senti que l'enfant recherché était déjà sorti. Ou ce moment où, au retour d'une mission, Duke avait posé sa tête sur les genoux d'un pompier effondré, sans bouger pendant 3 heures. Ce genre de moment ne s'invente pas. Il laisse des traces. La grange principale fut transformée en salle d'accueil,
Les murs furent décorés avec des photos de Duke, mais aussi d'autres chiens, vieux, cabossés, oubliés, mais héroïques à leur façon. Chaque chien accueilli aurait sa propre fiche, son espace, son histoire affichée, pour que les visiteurs sachent à qui ils avaient affaire. Pas des numéros, des âmes. Emily installa un petit laboratoire pour assurer un suivi médical minimal mais efficace. Ellie lança un programme éducatif avec les écoles de la région. Les enfants viendraient te lire à voix haute aux chiens, les caresser, apprendre à les connaître. Et Tommy, lui, devint officiellement le premier ambassadeur junior du refuge. Il venait tous les jours après l'école, armé de ses histoires farfelues, de ses biscuits faits maison et d'un sérieux désarmant. Le premier chien accueilli s'appelait Major, un Malinois belge de 12 ans, ancien chien d'unité cynotechnique, abandonné après une blessure au dos. Il avait été trouvé dans un refuge, maigre, méfiant, tremblant. Mais dès qu'il entra dans le refuge Duke, il changea. Peut-être était-ce l'odeur du bois ou le calme qui régnait dans l'air. Peut-être était-ce la photo de Duke près de l'entrée, comme un gardien invisible. Toujours est-il que Major alla s'installer dans un coin de la cour, posa sa tête sur ses pattes et s'endormit. Pour la première fois depuis des mois, puis vinrent 2 autres chiens. Bella, une labrador croisée, ancienne chienne d'assistance dont la maîtresse était décédée. Et Ghost, un husky sourd qui avait servi dans des opérations de recherche en zone de montagne. Chaque arrivée était un moment fort. On ne fêtait pas la souffrance passée, mais la possibilité d'une nouvelle vie. Et à chaque fois, James posait sa main sur le collier bleu de Duke, accroché au mur, et murmurait « On continue, vieux frère, à ton rythme, à ta façon ». L'État, impressionné par les résultats du programme, proposa un soutien financier à long terme. Mais James refusa toute bureaucratie. Il accepta les fonds, mais imposa une seule condition. Aucun chiffre, aucun quota. Chaque chien accueilli devait l'être parce qu'il en avait besoin, pas parce qu'un tableau Excel le permettait. Il voulait que le refuge reste un lieu d'exception, un lieu où les âmes fatiguées, humaines ou animales, pouvaient enfin souffler. Et un jour, alors qu'il réparait une clôture à l'arrière du terrain, James sentit quelque chose, une brise légère venue du nord, une odeur fugace de bois brûlé. Et l'espace d'un instant, il crut entendre une respiration familière. Il sourit. « Tu veilles encore, hein » murmura-t-il. Quelques mois plus tard, le refuge Duke ne ressemblait plus du tout à la vieille ferme abandonnée du début. Les bâtiments avaient été repeints en blanc cassé, les volets restaurés, un petit bassin creusé dans la cour pour les chiens qui aimaient de l'eau. Une section mémoire avait été installée dans l'une des annexes, un espace calme avec des photos, des objets, des lettres envoyées par d'anciens combattants ou des familles reconnaissantes. Il y avait une niche vide en bois au centre de la pièce, sur laquelle était gravé pour tous ceux qui ont veillé sans jamais demander. Un matin d'hiver, alors que la neige recouvrait la cour d'un manteau silencieux, James reçut une lettre manuscrite. Elle venait d'une femme nommée Marla Evans. Elle expliquait qu'il y a 7 ans, elle avait tenté de mettre fin à ses jours après le décès de son mari, un ancien pompier. Elle avait été retrouvée in extremis par un chien de sauvetage pendant un incendie dans une grange. Ce chien, disait-elle, portait un collier bleu et ne l'avait pas quitté d'une semelle jusqu'à l'arrivée des secours. Elle n'avait jamais su qui il était, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un article avec une photo. Elle terminait sa lettre ainsi. « Je ne sais pas si vous croyez au destin, monsieur Harlan, mais ce chien m'a ramené à la vie. Et aujourd'hui, je suis bénévole dans un centre de réinsertion pour femmes vétérans. Tout a commencé avec lui. Merci de lui avoir permis d'exister. » James resta longtemps immobile après avoir lu ces lignes. Il sortit, les mains enfoncées dans les poches, et marcha dans la neige jusqu'au vieux chêne, là où reposait Duke. Il s'accroupit lentement. Tu vois, même quand on croit que c'est fini, il reste encore quelque chose à faire. Ce jour-là, il prit une décision. Il demanda à Emily et Ellie de l'aider à organiser un événement public. Pas une cérémonie solennelle, ni une conférence. Juste une grande journée d'accueil ouverte à tous ceux qui avaient, un jour, croisé un chien de service, un chien de sauvetage, ou simplement un chien qui les avait aidés à tenir debout. On l'appellerait la marche de l'écho, en hommage à tous ceux dont la présence résonnait encore, même après leur départ. Le jour venu, ils ne s'attendaient pas à voir autant de monde. Des familles entières, des anciens soldats, des enfants, des éducateurs, des soignants. Certains venaient de l'autre bout du pays. Il y avait des chiens de toute race, de toute taille, souvent âgés, souvent boiteux, mais tous fiers. Un vieil homme avait fait le déplacement en fauteuil roulant, accompagné d'un berger allemand aux pattes grisonnantes. Il dit simplement « Je ne pouvais pas rater ça ». Lui non plus,
James monta sur une petite estrade de fortune. Il n'avait rien préparé. Il regarda la foule, puis leva lentement la main. « Je n'ai pas grand-chose à dire, parce que tout a déjà été dit. Par les regards, par les silences, par les queues qui remuent, par les traces dans la neige. Alors si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas pour Duke, c'est grâce à lui. Parce qu'il nous a appris une chose essentielle, qu'on peut continuer à donner même quand on a tout perdu, et que parfois un seul chien peut réparer ce que le monde a brisé. » Il descendit de l'estrade, et dans le silence, quelqu'un lança un sifflet. Tous les chiens présents, presque en chœur, se mirent à aboyer doucement, comme une vague sonore, un écho vibrant. Certains humains pleuraient, d'autres souriaient, beaucoup faisèrent les deux en même temps. À la fin de la journée, alors que le soleil disparaissait derrière les arbres, James resta seul un moment dans la cour. Il repensait à tout ce chemin, à la première fois où il avait rencontré Duke dans cette caserne de Norfolk, encore tout jeune, les oreilles trop grandes, le regard impatient. Il repensait aux flammes, au sauvetage, aux longues nuits à réparer les blessures d'un monde fatigué. Et puis, il repensait à la vieillesse, à la maladie, au choix impossible. Et à ce miracle silencieux, né d'un collier bleu, d'un jardin et d'un chien qui avait décidé de rester. L'hiver s'éclipsa peu à peu. Et avec le printemps, Bracefield s'éveilla à une nouvelle lumière. Le refuge Duke accueillait désormais plus d'une vingtaine de chiens, chacun avec une histoire, un passé et une nouvelle chance. Ce n'était plus seulement un refuge, c'était devenu un lieu de passage, de reconstruction, un sanctuaire. Les soignants y entraient en silence, les enfants y laissaient des dessins, et même les vétérans les plus endurcis y retrouvaient quelque chose qu'ils pensaient avoir perdu, la paix. James, lui, avait changé. Pas radicalement, il boitait toujours un peu lorsqu'il faisait froid, parlait peu quand il était fatigué et avait ce regard qui portait plus loin que les collines. Mais il souriait plus souvent. Il avait repris la photographie, un vieux réflexe trouvé dans une brocante, et passait ses soirées à capturer les gestes simples. Un chien qui dort au soleil, un enfant qui tend la main, une patte posée sur un genou. Ces clichés, il les accrochait dans la grange principale, juste au-dessus de la niche de Major. Un jour, alors qu'il développait quelques photos dans sa petite salle sombre improvisée, il tomba sur un cliché qu'il ne se souvenait pas avoir pris. Duke, couché dans l'herbe, le regard tourné vers l'horizon, et cette lumière dorée qui baignait son pelage comme une armure. Il resta longtemps à fixer l'image, puis il la fit agrandir, encadrer, et la plaça à l'entrée du refuge. En dessous, il grava une phrase, pas une citation célèbre. Juste 6 mots, il a veillé. À nous de continuer. Les mois passèrent, puis une année entière. Emily lança une branche mobile du programme dans un autre état. Ellie termina ses études et décida de se spécialiser en thérapie assistée par l'animal. Tommy grandit, bien sûr, mais resta fidèle à lui-même. Curieux, doux et toujours convaincu que Duke lui parlait parfois en rêve. James ne l'avait jamais contredit, parce qu'il avait lui aussi ce genre de rêve. Sauf que lui, il les appelait simplement des souvenirs. Lors de la 2e marche de l'écho, le refuge accueillit plus de 200 personnes. Parmi elles, un petit garçon blond, timide, accompagné d'un chien borgne qu'il avait adopté 6 mois plus tôt après une agression dans une ruelle. Il raconta, d'une voix tremblante, comment ce chien l'avait aidé à dormir à nouveau, à ne plus faire pipi au lit, à oser sortir sans sa mère. James le regardait avec attention. Il ne dit rien, mais quand le garçon quitta l'estrade, il s'approcha de lui, posa une main sur son épaule et dit « Ce que tu viens de faire là, c'est du courage. Et ton chien, je suis sûr qu'il est fier de toi. » L'enfant hocha la tête, puis il murmura « Il n'est pas comme les autres chiens. Il attend quelque chose. » James sourit. Alors il est au bon endroit. Ce soir-là, James s'attarda dans le jardin. Le vieux chêne se dressait toujours, solide, immobile, témoin discret de tout ce qui avait changé. Le vent agitait doucement les branches et le ciel prenait cette teinte entre le rose et l'indigo qui annonce la fin d'un jour clair. Il s'assit au pied de l'arbre, une couverture sur les genoux, et ferma les yeux. Dans le silence, il crut entendre à nouveau cette respiration, ce souffle calme, régulier. Il rouvrit les yeux et sourit. Car parfois, on n'a pas besoin de preuves. Parfois, il suffit de croire qu'un vieux chien, quelque part, continue de veiller. Non pas comme une ombre du passé, mais comme une promesse, vivante, silencieuse et éternelle.